Ils se sont précipités sur la place Jemaa El Fna, le cœur battant de Marrakech. Ses habitants ont peur, ils viennent de vivre un séisme de magnitude 6,8 à 7, selon les instituts. Ce minaret a été détruit par le tremblement de terre. Dans la ville, les dégâts sont nombreux, maisons effondrées et canalisations rompues. La force et l'intensité de ce tremblement ont été ressenties dans notre immeuble presque 3 fois. Les gens sont sortis dans la rue juste après. C'était la panique totale. Il y a des familles qui dorment encore dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement. Comme si un train passait à proximité de nos maisons. C'est la sensation que nous avons eue. L'épicentre est situé au sud-ouest de Marrakech, dans la province d'Alaouz. Des secousses ont été ressenties jusqu'à Rabat, Agadir ou encore Casablanca. J'étais sur le toit de ma maison pour profiter de l'air frais, quand soudain, j'ai ressenti des vibrations. Elles semblaient très proches. Au début, j'ai entendu un objet en métal tomber. J'ai cru que c'était un chat, mais j'ai entendu des gens crier et je me suis rendu compte que c'était un séisme. J'ai dit à ma famille de quitter la maison. Les autorités s'attendent à un bilan très élevé étant donné les zones touchées, parfois isolées dans la région du Haut-Atlas. Selon les médias locaux, il s'agit du tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans le pays. Nous sommes en ligne avec Ségolène Malter, journaliste à France 24. Vous étiez sur place, sur la place Jemaa El Fna hier soir à 23 h à Marrakech. Que s'est-il passé ? Alors effectivement, oui, on sortait avec l'équipe d'un restaurant en fait qui est dans une rue qui donne sur la place, donc une petite ruelle étroite comme vous pouvez l'imaginer, très commerçante avec des petites échoppes. Et puis finalement, c'est le mouvement de foule qui nous a alertés. Moi, j'ai pas senti immédiatement la terre trembler. D'autres l'ont clairement senti sous leurs pieds comme si c'était une vague qui passait. Moi, j'ai eu l'impression que ça venait. J'arrivais pas à voir si ça venait du sol, si ça venait d'en haut. Et finalement, c'est le mouvement de foule. Le mouvement de foule nous a emmenés vers la fin de cette rue, vers la place. Beaucoup de gens sont tombés. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, se sont fait piétiner. Une collègue en fait a été agrippée par un commerçant qui l'a ramené dans sa boutique. Elle m'a expliqué avoir vu toutes les étagères trembler, de la poussière. Il y avait énormément de poussière partout. Beaucoup de personnes ont perdu leurs chaussures, des poussettes renversées, des enfants qui pleuraient, des personnes qui retournaient dans la rue pour aller chercher des enfants parce qu'évidemment dans le mouvement de foule on perd des gens très très vite. Et finalement arrivé sur la place, c'était un peu la stupéfaction. On savait pas si ça allait revenir, on savait pas exactement où se mettre. Est-ce qu'il fallait se mettre plutôt au milieu de la chaussée pour éviter les chutes de débris, ou est-ce qu'il fallait et justement le problème c'est en étant au milieu de la chaussée, c'est qu'on risquait d'être emporté par un nouveau mouvement de foule. Donc c'était compliqué de trouver une stratégie. Puis finalement on a été exfiltrés, les gens s'appelaient à gare et puis on a vu un peu les dégâts dans toute la ville en repartant en voiture, là, des fissures très impressionnantes sur de nombreux immeubles qui sont relativement bas ici, mais ça reste très impressionnant, des débris dans les rues et les gens qui étaient agglutinés plutôt au milieu, donc au milieu des routes. Et on est arrivé à l'hôtel, finalement très très peu d'informations, il faut le dire, a réussi à circuler dans les 2-3 heures après cet événement. On a su, c'est les personnels de l'hôtel qui nous a expliqué qu'il fallait probablement rester dehors un maximum de temps, qu'il y aurait peut-être une réplique dans les 1 heure à 4 heures après le séisme. Donc tout le monde s'est installé dehors, certains cuisinaient, des touristes avec leurs valises, des familles entières à dormir sur les trottoirs et à attendre dans le calme et évidemment dans la peur, il faut bien le dire. Merci beaucoup Ségolène Malter pour votre témoignage. Merci à vous. On continue d'en parler avec notre correspondant au Maroc, Jean-Marie Lemaire. Vous êtes à Casablanca. Qu'avez-vous ressenti dans la nuit ? Eh bien, effectivement, la secousse, elle était très, très importante, cette secousse survenue la nuit dernière. Elle a été ressentie sur une grande partie du pays, et même à Casablanca, qui se trouve pourtant à environ 350 km de l'épicentre du séisme. La terre a réellement tremblé. Pendant plus de 30 secondes, on a ressenti une espèce de secousse qui montait progressivement en intensité avec un bruit sourd, très impressionnant.
La plupart des habitants des quartiers ont quitté forcément leur domicile, hein, certainement comme à tous les endroits où on a ressenti cette secousse, ce tremblement de terre. Et ils sont restés plusieurs heures dans la rue de peur d'une nouvelle réplique. Et puis beaucoup de personnes cherchaient à joindre des proches. Il y avait vraiment de l'inquiétude parce que Marrakech est un lieu où souvent les gens qui habitent sur l'axe Casablanca-Rabat partent souvent là-bas en week-end. Et quelles sont vos dernières informations? Comment réagit la société marocaine? Le bilan très lourd des victimes ne cesse d'augmenter depuis hier soir. Hein, on serait question maintenant de plus de 800 morts à l'heure actuelle. Alors, il y a déjà le centre régional de transfusion sanguine de Marrakech qui a lancé un appel au don de sang. Hein, il y a vraiment tous les gens sont solidaires, il y a une solidarité qui monte bien entendu. Hein. Et puis surtout, la région montagneuse du Haut-Atlas où se situe l'épicentre du séisme est particulièrement difficile d'accès. Alors d'après les informations récoltées, les connexions téléphoniques ne fonctionnent plus, des routes seraient coupées, ce qui présage de nombreuses difficultés pour se rendre sur place, pour les services de secours bien entendu. Merci beaucoup Jean-Marie Lemaire pour toutes vos précisions. Aziza Naïd Sibara, vous êtes rédactrice en chef adjointe, rédactrice en chef tout court, à France 24. Quelle est la situation actuellement sur place à Marrakech et dans la région ? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Judith, il y a plus de 820 morts, il y a plus de 600 blessés, dont 250 en état grave, donc clairement le bilan est provisoire et malheureusement il risque encore de s'alourdir. Pour expliquer un petit peu, effectivement c'est la région d'El Haouz autour de Marrakech, c'est pas Marrakech l'épicentre en tant que tel, mais dans l'Atlas, mais cette onde a touché beaucoup de régions. Et pour donner un chiffre parmi les 820 morts, donc ça c'est selon le communiqué du ministère de l'Intérieur marocain que nous avons obtenu tout à l'heure, il y a eu effectivement 394 morts dans la région d'El Haouz, mais il y a eu jusqu'à Casablanca, jusqu'à Ouarzazate, il y a eu 31 morts à Ouarzazate pour donner un exemple, 3 morts à Casablanca, 271 du côté de Taroudante ou Agadir, encore une fois 5, donc on est vraiment jusqu'au sud du Maroc. Les blessés affluent encore sur les hôpitaux, entre autres dans la ville de Marrakech où nous avons eu quelqu'un tout à l'heure, il y a un appel aux dons de sang, donc les choses commencent à s'organiser. Il y a les forces armées royales qui sont aujourd'hui en cellule de crise et d'ailleurs en intervention avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Santé, etc. Donc tout est en train de s'organiser sur place, mais les gens ont beaucoup peur parce qu'ils ont peur, entre autres, des répliques. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux sur la possibilité d'avoir des répliques tout de suite. Alors on sait par les sismologues que les répliques peuvent intervenir jusqu'à 48 heures, jusqu'à 3 jours après la première secousse, mais qu'a priori 95%, ce que disait le sismologue tout à l'heure sur France 24, c'est 95% des répliques fortes sont plutôt, c'est la première, et après c'est moins. D'ailleurs celle qu'on a ressentie après a été de 4,8 comparé aux 7 degrés qu'on a eu. Et donc la bande côtière là, elle est touchée par même la bande côtière est touchée, oui absolument. Par exemple la ville de Casablanca, comme je vous disais, Al Jadida qui est à 200 km, ça s'est senti, les maisons ont bougé, des meubles se sont cassés, etc. Et Agadir encore plus au sud. Comment s'organisent les secours actuellement? Est-ce qu'ils sont suffisants, Aziza? Écoutez, pour le moment, en tout cas, je pense qu'il y a une grande solidarité sur place. Donc, tous les secours affluent vers les régions qui sont les plus touchées. Il n'y a pas eu encore d'expression de besoin à ce niveau-là. Mais bien évidemment, c'est ouvert. Il y a beaucoup de pays dans la France qui ont proposé leur aide et les choses sont en train de s'organiser pour le moment. Mais sur place, voilà, il y a beaucoup de panique aussi. Il faut pas oublier. Et puis surtout, il y a des endroits qui sont très touchés auxquels les secours ne sont pas encore arriver, puisqu'on parle de zones rurales, de zones difficiles d'accès par moment. On parle aussi de régions qui sont construites, les maisons sont construites en pisé, sont construites depuis très longtemps, donc il y a une vulnérabilité qui se retrouve aujourd'hui, qui explique aussi un petit peu le bilan qui est lourd. Donc les secours essayent d'arriver à toutes les régions touchées. C'est pas forcément le cas partout, mais en tout cas voilà, ça s'organise et beaucoup de choses s'organisent d'ailleurs à Marrakech parce que c'est vraiment le centre un petit peu de cette région d'El Haouz. Mais voilà, heureusement il y a moins de morts dans les autres régions, mais ça s'organise dans les hôpitaux, en tout cas pour le moment, avec des appels aux dons, parce que c'est ça qui est le plus important et qui manque. Et les autorités marocaines vont accepter l'aide internationale qui va commencer de toute manière, on l'avait, oui, enfin, bien évidemment, on l'avait vu à l'époque en 2004, quand il y a eu le tremblement de terre à Al Hoceima, où il y avait la France, l'Espagne qui avaient envoyé des équipes, etc. Donc là, je pense que le Royaume-Uni, absolument. Donc, en tout cas, l'information que nous avons eue des cellules de crise marocaines, c'est que là, ils sont déjà en train d'organiser l'aide locale pour pouvoir justement savoir où
déployer l'aide et savoir ce qu'il faut demander en plus s'il y a besoin. Quelle est la réaction de l'ambassade de France? On a vu bien évidemment le message d'Emmanuel Macron tout d'abord. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe ici en France, et une cellule de crise est en place au Maroc avec un appel aux compatriotes français. Il y a des numéros de téléphone, je pense que nous les avons, des numéros de téléphone justement aussi bien en France qu'au Maroc, qui sont destinés aux Français sur place pour pouvoir contacter. Mais c'est un branle-bas de combat à l'ambassade aussi que nous avons eu tout à l'heure à Rabat, et au niveau des consulats, il y a un consulat à Marrakech aussi. Donc les choses sont aussi en train de s'organiser pour apporter leur aide, avec cette proposition bien évidemment encore une fois de la France d'aider si besoin avec les secours. Merci beaucoup Aziza Naït Sibara pour votre analyse. Merci à vous. Gauthier Rybinski, on va reparler de ces constructions dans les zones rurales et également dans les zones urbaines. Est-ce qu'elles sont conformes aux normes antisismiques? Alors, vous savez qu'en pareil cas, il y a effectivement tout de suite on va dire une batterie de facteurs qui vient à l'esprit. Ce qu'il faut, c'est vérifier l'exactitude de ces facteurs sur le terrain donné. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc n'est pas la même chose que ce qui s'est passé en Turquie il y a quelques mois. L'État marocain s'était doté de normes parasismiques extrêmement sévères, notamment parce que, comme vous le savez, en 1960, Agadir avait pratiquement disparu suite à un séisme. En 2004, comme le rappelait Aziza, il y a eu Saïma. Il y a donc, sans remonter jusqu'au séisme de Lisbonne, dont on dit qu'il avait fortement touché en 1755 le Maroc. Bon, donc il y a une culture de ce que peut être un séisme. La question qui se pose toujours quand vous dotez de normes pareilles qui sont efficientes, c'est comment sont-elles transmises? Et est-ce qu'elles sont efficientes? On part du principe qu'elles sont bien pensées, mais est-ce qu'elles sont efficientes, c'est-à-dire est-ce qu'on les met en pratique? Et là, ce qu'il va falloir regarder, c'est effectivement dans la construction, c'est de voir d'abord quelles sont les causes premières des décès. Les personnes qu'on enregistre, les 800 et quelques personnes. Est-ce que cela est dû aux constructions dans lesquelles ces personnes se trouvaient ou non? Donc ça, c'est le premier point à voir. Mais si c'est le cas, bien à ce moment-là, il faut se poser la question de savoir si ces normes sont appliquées ou non. Et si elles le sont, c'est-à-dire selon un processus qui part du haut, d'une décision administrative et qui va jusqu'au bout, ou bien si elles ne le sont pas, évidemment, à ce moment-là, on est obligé d'évoquer la question de la corruption. C'est, si vous voulez, classique dans ce type de cas, avec une boussole qu'il faut avoir en tête, c'est que les séismes, là il est quand même assez fort, c'est 7 magnitudes de Richter, donc c'est quand même déjà très fort. Mais les séismes ne sont jamais une fatalité, c'est pour ça que je me permettais tout à l'heure, c'est pas du tout une volonté de faire une digression, mais je permettais de rappeler ce qu'avait été le séisme de Lisbonne qui avait tant touché le Maroc, où on s'était dit, évidemment, du côté nord comme du côté sud de la Méditerranée, si tout cela n'avait pas une origine cachée, et vous voyez ce que je veux dire, une origine divine. On n'en est plus là aujourd'hui. Mais vous savez bien que quand on commande ce genre de choses, on a toujours tendance à dire oui, mais les phénomènes, les éléments, la nature, etc. Donc, prenons simplement l'exemple du Japon. Le Japon qui est une zone, alors là, d'activité sismique à forte fréquence, eh bien, il y a des constructions qui sont de nature à empêcher, on va dire, des tragédies de ce type-là. Tout simplement aussi parce que, et je pense que c'était l'un d'entre nous qui le rappelait tout à l'heure, le phénomène est tellement terrifiant, le phénomène du séisme est tellement terrifiant que il arrive fréquemment qu'on n'ait pas la bonne conduite, forcément quand on est directement concerné par la chose, au moment où il s'agit de se protéger. Évidemment, certains ont le savoir-faire, mais c'est tout ça aussi, cette culture du séisme, c'est non seulement être conscient de ce que ça signifie, de la manière dont on peut l'empêcher ou essayer de l'empêcher, et tout ça on y reviendra peut-être, c'est une question aussi évidemment d'organisation politique. Oui, on va y revenir. Aziza, vous vouliez dire un mot? Si je peux me permettre aussi, c'est qu'effectivement, et Gauthier vient de le rappeler, il y a eu pas mal de normes après le tremblement de terre qui a vraiment marqué le Maroc, c'est celui d'Agadir dans les années 60. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'aujourd'hui on parle de régions rurales où il n'y a pas des constructions
populations forcément qui sont concernées par toutes ces normes, puisqu'il y a des maisons dans des villages, etc., qui sont là depuis très très longtemps et bien avant les années 60. Et c'est aussi ça un peu, parce qu'on parle de la région de l'Atlas. La région de l'Atlas, c'est une région montagneuse où on a des villages, très anciens villages, etc. Et c'est là où il va falloir que les secours arrivent pour pouvoir comptabiliser un petit peu les dégâts. Pour le moment, la plus grande partie se passe là-bas. À cause de ça, entre autres. Difficile d'accès. Gauthier, on va parler également des conséquences pour le pouvoir, mais on retrouve d'abord Florent Branguier, sismologue à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble. Bonjour, quelle est l'ampleur de ce séisme ? Oui, alors c'est un très grand séisme, notamment pour cette région. Dans cette zone, on a eu plusieurs séismes ces dernières années de magnitude 4, donc beaucoup plus faible que le séisme qui vient de se produire. Effectivement, pour mémoire aussi, le séisme d'Agadir de 1960 était à magnitude 6. Là, on est vraiment à 10 fois plus d'énergie avec un magnitude 7. On reste 10 fois plus faible aussi en termes d'énergie par rapport au séisme de Turquie de février 2023. Mais c'est un très gros séisme pour la zone. Et on peut redouter des répliques ? Alors, comme vous l'avez dit, les répliques les plus puissantes ont lieu dans les quelques heures qui suivent le choc principal. Donc, plus le temps progresse et moins on a de chances d'avoir de grosses répliques. En revanche, on a maintenant l'expérience du fait des séismes passés, de la possibilité du déclenchement d'un deuxième gros séisme par le séisme principal. Et ce déclenchement, peut arriver dans les heures, jours ou semaines qui suivent le choc principal. Donc c'est effectivement quelque chose à suivre. Il faut être extrêmement prudent quant à la possibilité d'une deuxième secousse destructrice. Et est-ce une région à risque qui connaît des failles? Le nord du Maroc se situe près de la frontière entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique. Alors effectivement, la limite de plaque est à 500 km au nord, donc on est relativement loin de la zone la plus sismique du Maroc, donc au pourtour méditerranéen. On est relativement loin, mais on est dans une zone malgré tout de l'Atlas qui subit des séismes récemment, qui peuvent être ressentis par la population. Malgré tout, il était difficile de prévoir une telle magnitude pour un séisme dans cette région parce que tout simplement on n'avait pas de traces. On a des enregistrements depuis très peu de temps dans cette zone et on avait peu de traces, même à la surface ou en profondeur, de séismes de cette amplitude dans cette région. Et les constructions ne sont pas adaptées, évidemment? Non, pas du tout. Comme vous le disiez tout à l'heure, dans ces régions de Haut-Atlas, donc on retrouve des constructions villages très anciennes et qui n'avaient malheureusement, disons dans un sens, pas subi dans le passé de telles secousses importantes et qui malheureusement aujourd'hui ont dû faire face à telles secousses qui peuvent probablement se produire dans toute cette région là du Haut-Atlas. Donc probablement que les normes parasismiques vont devoir être revues dans cette région-là. Ça fait partie des mesures préventives à prendre à l'avenir? La construction bien sûr parasismique est le moyen de lutter efficacement contre les dommages liés au séisme. Gauthier Rybinski. Oui, je voulais juste vous demander, on disait, et vous le rappeliez, que donc c'est ce que disait aussi Aziza, beaucoup de ces maisons, ces constructions sont évidemment très antérieures à ce qui ressemble, ce qui est le corpus des normes parasismiques. Comment peut-on faire justement? On comprend bien que quand on construit quelque chose de nouveau, on peut l'équiper en fonction de ces normes, mais comment peut-on faire pour des bâtisses, pour des constructions anciennes? Alors il existe des techniques pour renforcer les structures existantes. Et malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher de renforcer les structures existantes que de construire du neuf. Et donc, le choix politique souvent vers la construction de nouvelles structures au détriment de la conservation, la préservation des anciennes structures. Merci beaucoup Florent Branguier d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous. Gauthier Rybinski, ça dit quoi par ailleurs du pouvoir marocain? On parlait de modernisation du pouvoir sous le règne de Mohamed VI. Qu'en est-il réellement? Bon, là c'est un petit peu tôt parce que au fond, ce qu'il va falloir observer avec attention, c'est de voir quelle est la réaction de la population marocaine. C'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'il y a une forme de contestation? Voilà, est-ce qu'il y a une forme de contestation? Est-ce qu'il y a une politisation au sens normal du terme, la façon dont on considère l'aspect politique d'une chose ou au contraire la façon dont on ne considère pas cet aspect-là? C'est à cela qu'il va falloir être attentif. Souvenez-vous, on a évidemment fait allusion à la Turquie, dont l'ampleur du séisme a été encore plus,
pour l'instant, on va espérer que ça le soit, a été beaucoup plus dévastatrice. Vous vous souvenez qu'à l'époque, et juste en périphérie à l'orée des échéances électorales qui étaient en Turquie à cette époque-là, tout le monde avait dit que le pouvoir était fichu. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'on a vu Erdogan réélu. Alors, le Maroc, c'est évidemment différent dans la mesure où il y a le roi, qui est en plus considéré comme au fond une émanation, oui, une descendance divine. Donc là, ce qui fait paratonnerre, si j'ose dire, ou fusible, c'est plutôt le gouvernement. Et là, on va voir, si vous voulez, s'il y a justement ce travail, comme je dis ce travail, c'est parfois même une réaction de manière presque épidermique. Est-ce que l'on considère qu'il y a un aspect politique de la chose, ou bien est-ce qu'on dit, compte tenu des circonstances, du lieu, des constructions anciennes, est-ce qu'on dépolitise la chose? C'est pour ça que je ne peux pas répondre à l'instant à votre question. Mais on verra comment les Marocains, pardonnez-moi l'expression, justement digèrent et se représentent ce phénomène, ce qui s'est passé à partir du moment où on a la possibilité, on n'est pas complètement oppressé par la peur et par le chagrin, on a un début de réflexion. Là, c'est probablement encore un peu tôt. Ludovic Defoucault, qui est notre ancien correspondant en Turquie, nous disait qu'il fallait également former et informer les populations aux premiers gestes de secours et que c'était tout un travail en amont d'anticipation. On sait qu'au Maroc, 1/3 de la population, je m'adresse à vous deux, est analphabète. Oui, absolument. Alors après, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les médias prennent aussi le relais quand il se passe des choses comme ça. On l'avait vu à l'époque d'Al-Hoceima. Mais moi, j'avais couvert, j'étais au Maroc encore en 2004 et j'avais couvert cette tremblement de terre de 2004. J'étais restée pendant quasiment une dizaine de jours sur place. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est en fait, c'est l'esprit de solidarité qui se crée tout de suite, parce qu'on attend même plus ce qui va venir de l'extérieur. Et les gens commencent à regarder entre eux déjà ce qu'ils peuvent faire, etc. Après, il y a des unités locales, etc., de sûreté nationale et surtout de l'aide et des hôpitaux, etc., qui essayent d'expliquer. Et aujourd'hui, par contre, ce qui est très différent de 2004, c'est qu'il y a une force sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Et depuis hier soir, depuis 23h quasiment, on commence à avoir pas mal d'influenceurs, par exemple, et pas mal de gens qui commencent à mettre des vidéos avec des graphes pour dire voilà ce qu'il faut faire, il faut se mettre sous une table, il faut sortir dehors, il faut pas être à côté des fenêtres, etc., etc. Donc il y a tous justement ces gestes qui peuvent être très très importants, surtout en cas de réplique, qui ont été mis en place vraiment par les gens avant même qu'il y ait une réaction du gouvernement ou des hôpitaux ou du ministère de la Santé, vous voyez. Mais voilà, les médias se mettent aussi dessus pour pouvoir relayer. On l'a vu dans pas mal de médias en ligne, etc. Pour pouvoir un petit peu s'organiser pour ça, pour le faire justement en arabe dialectal, dans toutes les langues un peu que parlent les Marocains, et en français bien évidemment aussi. Mais pour que ça puisse arriver, c'est ça. Il y a une force aujourd'hui. Moi, je le vois depuis ce matin. On reçoit sur WhatsApp, par exemple, tous les Marocains se font passer aussi ces gestes et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. et qui il faut appeler. Et les services de santé, les hôpitaux vont pouvoir faire face ? Je pense que là, pour le moment, on est en train d'évaluer les morts, les blessés et la capacité aussi de soigner et de gérer ça. Pour le moment, on n'a pas de communication là-dessus, en tout cas pas officielle. On a des équipes aujourd'hui qui sont sur place, qui regardent dans les hôpitaux. Les hôpitaux commencent à recevoir beaucoup de gens parce que il va y avoir les morts, les blessés, il va y avoir les gens qui sont paniqués, et puis il va y avoir les répercussions après. Quelqu'un disait tout à l'heure, il y a du verre cassé partout, les gens commencent à courir, on a des blessés, etc. Donc c'est ça qu'on va aussi voir. Mais ce qui est bien, c'est que Marrakech est très très bien lié. Par exemple, à Casablanca, il y a une autoroute. C'est pas très loin, c'est à 190 km d'El Jadida, etc. Donc s'il y a besoin de dispatcher, c'est un peu moins compliqué. Mais encore une fois, le plus important à mon avis, c'est d'évaluer ce qui va se passer dans l'épicentre et dans les villages de l'Atlas, dont on n'a pas encore une idée très très claire pour le moment. Oui, des zones très difficiles d'accès, Gauthier. Vous pensez que les services vont pouvoir de l'État, vont pouvoir faire face? Tout dépend, si vous voulez. Je suis désolé de parler de la sorte, mais si vous voulez, si vous avez beaucoup de blessés, effectivement, la question se pose de la rapidité avec laquelle on intervient. C'est ça le vrai problème. On dit que les zones rurales, ce sont les zones des laissés pour compte aussi. Oui, alors. Bon, c'est une zone rurale, c'est un fait, mais ça n'est pas
trop éloigné. Enfin, je parle sous votre contrôle. C'est quoi? C'est 30-40 km de Marrakech. Bon. C'est juste qu'il y a des éboulements, en fait, qui ont rendu déjà l'accès plus difficile. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas d'accès, mais que l'accès est rendu plus difficile encore après le séisme. Oui. Donc, alors, là, si vous voulez, si on veut, je fais l'avocat du diable, mais si on veut chercher la petite bête, on essaiera de la chercher aussi. C'est-à-dire de voir comment les voies d'accès à ces endroits sont, d'abord, effectivement, il y a des éboulements, mais est-ce que cette chose est prévue dans le concept de ces voies ou pas? Tout ça, c'est une question éminemment politique. Mais dans l'immédiat, il est difficile d'y répondre dans la mesure où on va bien voir ce que vont trouver justement les secours, les autorités pour y parvenir. Évidemment, et c'est pour ça que je dis que je me fais l'avocat du diable, c'est que évidemment dans un cas pareil, on a envie de dire écoutez, ne parlons pas de tout ça et voyons comment on peut sauver. Et évidemment que c'est ça la priorité. Mais ça fait partie aussi du questionnement et ça fait partie aussi de la manière dont on se dit plus jamais ça, où on essaiera de faire en sorte que ça n'arrive pas dans cette ampleur-là. Donc voilà, aucune question n'est interdite, simplement il y a une occurrence de non pas de calendrier, mais de timing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à quel moment on peut se poser une question en ayant une chance d'avoir des réponses. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, merci beaucoup Aziza, et le pape François exprime sa profonde solidarité avec le Maroc, annonce du Vatican après ce séisme. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition spéciale sur France 24 et l'information continue en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.